Changement de studio donc, mais nous restons en direct bien sûr pour le grand débat à 20 jours maintenant du référendum. Pour la première fois, tous les leaders des principaux partis se retrouvent ensemble pour s'affronter. Cette fois-ci, la frontière n'est plus entre la gauche et la droite, mais entre le oui et le non. Et comme depuis le début de cette campagne, nous nous tiendrons au strict équilibre, à titre d'information, dans l'ensemble de nos journaux télévisés depuis le début de cette campagne, nous en sommes en temps de parole à 49,4% pour le oui et à 50,6% pour le non. Cela se joue, vous le voyez, à quelques secondes près. Ce sera la même chose aujourd'hui encore pour ce débat. Et je vous présente les protagonistes de ce débat qui ont été tirés au sort quant à la place qu'ils doivent occuper. Tirage au sort gagné du côté des oui par Nicolas Sarkozy, donc qui représente l'UMP bien sûr, François Hollande qui représente le Parti Socialiste, Yann Verling, que vous connaissez un peu moins, mais qui est le nouveau leader des Verts, François Bayrou, qui est le président de l'UDF. Et du côté du non, le tirage au sort a été gagné par Jean-Marie Le Pen pour le Front National, Marie-Georges Buffet pour le Parti communiste, Philippe de Villiers pour le Mouvement pour la France, et Olivier Besancenot qui représente l'extrême gauche. Et donc, je vais tout de suite commencer par un commentaire que je vous demande aux uns et aux autres, d'une minute environ, sur le sondage que vous venez de voir. Comme vous avez gagné au tirage au sort, Nicolas Sarkozy, c'est à vous. Moi, je ne sais pas si on gagne au tirage au sort, mais le sondage que vous nous avez montré, d'abord, il y a une bonne nouvelle, c'est que le débat européen passionne. Et s'il y a un problème en France, entre les Français et l'Europe, c'est que sans doute, pendant toutes ces années passées, on n'a pas débattu au fond des questions européennes. Deuxième élément, moi je sais bien qu'un référendum c'est toujours difficile. Je pense que rien n'est gagné, qu'il faudra faire campagne jusqu'à la dernière minute. Et pourtant j'étais pour le référendum, car on ne peut pas dire l'Europe c'est important et la construire sans les peuples. Et donc aujourd'hui, c'est en quelque sorte une heure de vérité, la campagne de la vérité, devant les Français, conviction contre conviction, argument contre argument. Troisième élément, le débat. Dans la démocratie, il faut qu'il y ait du débat pour que les idées progressent. Et moi, je suis très heureux de voir que ma famille politique se trouve rassemblée autour du oui. Et jusqu'à la dernière minute, on va faire campagne. Parce que ce que je crois, c'est que c'est une chance historique. Historique pour les Français de voter pour une constitution. Cette constitution va nous donner l'occasion de bouger l'Europe, de la changer, de modifier les règles de fonctionnement. Et c'est pour ça que je vote oui. 1 minute 05. Jean-Marie Le Pen, côté du non. Les sondages ne sont pas très étonnants et ils doivent, je crois, conseiller à tous les participants et à tous les citoyens de se mobiliser pour la défense de leur opinion. Surtout les partisans du non, puisque cette constitution, on le sait, est irréversible et qu'une fois le pas franchi, il ne sera pas possible de revenir en arrière. Par conséquent, ils ont intérêt, bien évidemment, à s'informer au maximum. Pour ma part, ce sondage me rassure, en tous les cas me conforte dans la confiance que je pourrais avoir dans ma propre opinion, puisque j'ai constaté que sur 100 électeurs de la liste européenne du Front National, il y en avait 100 qui voteraient non. Par conséquent, j'en suis ravi, mais je voudrais faire une petite observation tout de même, à savoir que ce débat qui est démocratiquement organisé ne doit pas tromper les électeurs français et leur faire croire qu'il en est ainsi de toute la campagne électorale. En effet, les statistiques prouvent que très largement, le oui bénéficie d'avantages très importants par rapport au non. Et là, vous parlez d'autres chaînes, puisque j'ai donné les chiffres contrôlés par le CSA. En ce qui concerne de TF1, c'est vraiment du 50-50. Oui, je ne parle pas de TF1, dont je reconnais, dont je loue, si vous voulez, la volonté démocratique, mais du gouvernement, qui a envoyé, par exemple, à tous les électeurs ce document, qui est le document de la Constitution, pratiquement illisible, mais assorti d'un autre document intitulé Exposé des motifs, et qui est en quelque sorte un plaidoyer en faveur du oui. Celui-là est écrit de façon très lisible, alors que traditionnellement dans notre pays, et je crois démocratiquement, il eût fallu que les partisans du oui et du non, les partis politiques, puissent s'exprimer par une circulaire. Ça n'a pas été fait, et ça, je crois, fausse considérablement le débat. Je vous remercie. 1 minute 47. François Hollande, en 1 minute, si c'est possible. Bon, d'abord, sur les sondages, je ne leur accorde pas plus d'importance aujourd'hui que je ne leur accordais hier. Et on est bien placé pour savoir, j'ai en mémoire une élection en 2002,
pour ne pas nous fier aux sondages. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est vrai qu'il y a un grand débat démocratique, et moi je ne m'en plains pas. J'étais également favorable au référendum parce que je pense qu'on ne peut réconcilier les citoyens avec la démocratie et avec l'Europe que s'ils participent eux-mêmes au choix. Et donc il ne faut pas s'attacher aux sondages. Il y a énormément d'indécis. Aujourd'hui on nous dit près du tiers du corps électoral n'a pas encore choisi, ce qui est normal. Le traité vient d'arriver dans les foyers, et donc, moi je demande que les citoyens se déterminent en connaissance de cause. Il ne s'agit pas d'adresser un chèque en blanc à qui que ce soit. Il ne s'agit pas de juger le gouvernement, sinon notre choix serait déjà fait. Et nous appellerions à sanctionner le gouvernement. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'un enjeu très important qui est l'avenir de l'Europe pour les prochaines années. Et si je dis oui au traité avec les socialistes, c'est parce que c'est un progrès, tout simplement un progrès par rapport aux traités existants. Et donc, je demande à tous les citoyens de faire cet effort civique, de regarder les textes et de comparer. Et enfin, je leur dis, votre choix sera déterminant, pas simplement pour la France, mais pour l'Europe. Alors, ça vaut la peine de prendre son temps et le 29 mai d'aller voter. Alors, et de voter oui. Je précise que pour les autres instituts de sondage, alors là, on est encore plus ric-rac. CSA 51-49, IFOP 50-50 et Ipsos apparaître demain 50-50 également. Marie-Georges Buffet. D'abord souligner le formidable débat populaire et citoyen. Partout les gens se retrouvent, lisent le traité, essayent de comprendre les enjeux, discutent entre eux, et je pense que vraiment on va avoir une mobilisation formidable pour construire une autre Europe, une Europe du progrès social, de la démocratie, une Europe de paix, parce que beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui souffrent de l'Europe libérale telle qu'elle s'est construite. Ceux qui luttent pour les services publics, pour la retraite, pour la protection sociale, pour leur salaire, ont envie que l'Europe ne pèse plus sur eux, qu'à coup de directives, en complicité avec les gouvernements, on ne leur porte pas des coups. Donc j'ai l'impression que cette colère contre les politiques libérales menées en France et en Europe, le désir d'une autre Europe va compter et que le non va l'emporter par une mobilisation de toutes les forces de gauche qui aujourd'hui se rassemblent sur le non. Merci bien. Alors, il y a d'autres forces de gauche qui, elles, se rassemblent sur le oui. Yann Verling est le patron des Verts. Habituellement, Valéry Giscard d'Estaing dit que le meilleur défenseur de la Constitution, c'est lui-même, parce que c'en est le père, et que derrière, il y a Daniel Cohn-Bendit. Mais on vous a choisi, vous, parce que vous êtes, comme les autres, patron de votre parti. Votre commentaire sur le sondage? Je crois que depuis Maastricht, nous n'avons pas eu de débat sur l'Europe en France, et c'est un peu loin. Et aujourd'hui, les Français, depuis 13 ans qu'ils vivent la vie politique, qu'ils suivent un petit peu ce qui se passe, n'ont pas réellement compris et n'ont pas réellement eu un discours européen de la part de la classe politique française. Et je crois que c'est le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve à devoir débattre en un temps record de 2 mois de tout ce qui s'est fait durant les dernières années en matière européenne. Et si on avait pu un petit peu plus faire de débat sur ce qui se passe au niveau européen, nous pourrions démontrer d'où nous sommes partis. Et je pourrais aller plus loin qu'il y a 10 ans. Il y a 50 ans que l'Europe se construit, et où nous sommes arrivés aujourd'hui, dire qu'on a fait un pas de géant entre ce qui existait autrefois, une somme d'États qui s'ignoraient, voire qui se faisaient la guerre, et aujourd'hui, une Europe qui se construit politiquement. Et par exemple, vous auriez été favorable à un référendum sur l'élargissement de 15 à 25 ? Je crois que dès qu'il y a un débat européen, il faut qu'on puisse mêler les citoyens à chaque fois qu'une question importante leur est posée. Et la construction européenne est un enjeu important et essentiel pour l'avenir. Je crois que plus aucune des décisions politiques importantes ne peut se prendre réellement au niveau national. Il faut les prendre au niveau continental. C'est ce qui se fait dans d'autres parties du monde. Et je crois qu'il faut que nous, on soit assez forts pour construire cette Europe politique. Je crois qu'à travers ce traité, précisément, on construit cette Europe politique. Et il faut faire ce pas. Évidemment, c'est une évidence pour moi. 1 minute 19. Philippe de Villiers, vous avez été un des premiers à tirer, si je puis dire, pour le camp du non. Moi, mon non est un non d'abord de survie, parce que je ne veux pas que la France perde la maîtrise de ses lois, c'est l'article 6 du texte de Constitution, la maîtrise de ses frontières, de son territoire, c'est l'article 265, la maîtrise de sa politique étrangère, etc. C'est-à-dire la maîtrise de son destin. Donc un nom de survie pour la France et un nom de projet d'avenir pour l'Europe. Moi, je veux une Europe qui soit remise d'aplomb, c'est-à-dire une Europe qui soit vraiment européenne, donc sans la Turquie qui figure à la page 165 en toutes lettres de l'acte final de cette Constitution. Mais pas pour dire qu'elle doit rentrer.
elle est dans l'acte final. Et l'acte final, c'est l'instrument juridique qui authentifie un texte, comme article 10 de la Convention de Vienne sur les traités. Donc ça veut dire que c'est une grave imprudence pour ceux qui, aujourd'hui, nous disent, comme Jacques Chirac, « Ah, mais la Turquie, c'est dans 15 ans, c'est pour plus tard », alors que la négociation va commencer le 3 octobre prochain, à Bruxelles, et que la seule manière de suspendre cette négociation, moi je préfère qu'on la suspende tout de suite que trop tard. Il vaut mieux interrompre une négociation, Patrick Poivre d'Arvor, avant qu'elle ait commencé, plutôt que de l'interrompre quand elle est terminée. Donc une Europe qui soit européenne, une Europe qui soit démocratique. Si on veut baisser la TVA, je ne vois pas pourquoi on est tous tournés vers Bruxelles. On le fait, notre Parlement, ou alors on n'est plus une démocratie. Et troisièmement, une Europe qui soit protectrice, je pense en cet instant au textile européen, qui soit protectrice de nos emplois et de notre sécurité, et non pas une Europe passoire. 1 minute 41. François Bayrou pour l'UDF. Commentaire sur votre sondage, il dit une seule chose, c'est que ça va être très serré. Et plus ça va être serré, plus la décision de chacun va avoir de l'importance. Et pour nous, c'est une décision historique, lourde, à l'échelle probablement du siècle qui vient. Parce que les livres d'histoire ne seront pas écrits de la même manière selon que nous aurons voté oui ou voté non, selon que l'Europe sera devenue une puissance, qu'elle aura parlé ou qu'elle pourra parler d'une seule voix, ou selon qu'au contraire, elle se divisera et elle restera quelque chose de lointain et d'abstrait. Et donc l'enjeu de cette élection est vraiment un enjeu lourd pour chacun d'entre nous. Vous avez une carte de l'Europe derrière vous, il faudra avoir une carte du monde. Et s'il y avait une carte du monde, vous verriez alors ce que pèse, nous verrions ensemble alors ce que pèse la puissance américaine et la puissance chinoise. Il y en a, les 4 représentants du non et quelques autres, qui imaginent que devant ces deux puissances massives, si lourdes et si différentes de nous, nous pourrions résister dans le cadre et dans les frontières de nos États européens habituels, séparés les uns des autres. Eh bien, la grande différence entre ce côté-ci et l'autre côté, entre le oui et le non, c'est que nous pensons que pour résister à ces puissances, il faut que l'Europe apparaisse comme une unité. Et ce texte, l'article clé de ces textes, je ne vais pas plus loin que l'article 1, la présente Constitution institue l'Union européenne. Pour moi, ça dit tout de l'enjeu de cette élection. Le dernier du tour de table, Olivier Besancenot. Tout le monde est d'accord pour dire que ce sera serré, c'est évident. Moi, je reste super enthousiaste pour la simple et bonne raison que je crois que, y compris autour de ce débat, on est tous obligés de reconnaître maintenant que non seulement le non peut l'emporter, et que s'il l'emporte, ce sera par la gauche qui l'emportera. Parce que je crois que c'est dans ce camp-là que les choses peuvent basculer. Pour dire les choses clairement, je pense que le non de droite a fait le plein des voix depuis le début. C'est l'électorat de la droite extrême ou de l'extrême droite. En revanche, il y a quelque chose qui a changé dans la situation sociale de ce pays depuis quelques mois. C'est qu'il y a un ras-le-bol généralisé des politiques libérales qui se sont exprimées en France par des mobilisations sociales à répétition pour défendre le service public, pour les salaires, contre les licenciements et le mouvement lycéen. Et ça, c'est une traduction immédiate dans le pays. C'est la percée d'un non social, européen, antilibéral, plein d'espoir, tout le contraire pour moi d'un non raciste, chauvin et anti-turc. Ça veut dire que pour moi, il y a déjà une première victoire, c'est d'avoir fait en sorte, en tous les cas je l'espère, que le débat de ce soir, ça ne sera pas Europe ou pas Europe, ça ne sera pas la Constitution ou le chaos, mais bien Europe sociale ou Europe libérale. Et moi, je vois pas comme un danger le fait que la vie quotidienne des gens s'invite dans la discussion sur le référendum. Je vais prendre un tout petit exemple si vous le permettez. Dans l'Est de la France, les salariés de Schirmeck, c'est 9 ouvrières à qui on propose, entre guillemets, d'être reclassées en Roumanie. J'ai la lettre de licenciement sous les yeux. C'est très court. Écoutez bien. Madame, dans le cadre du processus de licenciement pour motif économique, nous sommes amenés aujourd'hui à vous proposer un reclassement comme alternative à ce projet de licenciement au sein de la société de système Contact Média Roumanie en qualité d'opératrice. Votre rémunération sera de 110 € bruts par mois pour 40 heures par semaine. Votre ancienneté de 28 ans est bien entendu reprise en compte. Mais votre temps de travail sera régi par le droit du travail et la protection sociale en vigueur dans le pays d'exonération du travail. Nous et avons à fait défaut de Vitaine, un reportage sur le sujet. Absolument. Et il est revenu sur sa position. Alors tout ça pour dire qu'évidemment, je termine là-dessus, pour moi c'est pas à cause de la Constitution qu'on a tout ça. Mais en tous les cas, l'esprit de la directive Bolkestein des délocalisations, on le retrouve dans la Constitution, l'article 209, qui dit que c'est le fonctionnement du marché qui va harmoniser les systèmes sociaux. Vous avez bien entendu, c'est les règles de la bourse qui vont uniformiser nos droits. Je vous laisse deviner dans quel sens, si c'est vers le haut ou vers le bas. Alors Nicolas, c'est exactement faux. Est-ce oui, qu'on peut s'arrêter allez-y, parce qu'à partir de maintenant, une tout est seconde ouvert. à cela. Nous avons vécu l'élargissement à l'Espagne et au Portugal.
et c'était il n'y a pas longtemps, c'était au milieu des années 80. À l'époque, des leaders politiques, et en particulier de votre bord, ceux qui sont là, et de droite aussi, disons la vérité, disaient que l'élargissement à l'Espagne et au Portugal, ça allait provoquer une crise majeure, et que les emplois allaient tout disparaître, le SMIC allait s'effondrer. Il s'est passé exactement le contraire. Il s'est passé que la progression du niveau de vie a fait que le SMIC en Espagne a été multiplié par 4 au moins, et que les principaux bénéficiaires de cette élévation du niveau de vie du peuple espagnol, ça a été nous les Français. Parce que nous avons été les fournisseurs de la demande extraordinaire de biens, d'équipements et de services, qui est celle d'un peuple qui est en train de se développer. C'est exactement le contraire. Plus on intégrera et plus on trouvera une égalisation, en effet, non pas par le marché, mais par les niveaux de vie qui rejoindront le même niveau. Tout va bien. En tout cas, tout va mieux que dans les systèmes que vous avez. Le problème, c'est pas les délocalisations, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, on cherche à faire pression sur les législations sociales nationales les plus élevées. Plus que délocalisation, c'est ça. Et ensuite, Nicolas Sarkozy. Oui, c'est pour répondre sur l'Europe puissance, parce qu'on en a eu une démonstration il y a quelques jours. On nous a dit à propos de l'invasion des textiles chinois, vous allez voir ce que vous allez voir, l'Union européenne, elle va faire face. Puis ça a accouché de quoi? La Commission qui dit on va faire une enquête, et puis le commissaire qui sera en Chine, puis qui dit écoutez, c'est la concurrence, on va pas refaire les quotas. Tant que l'Europe se mettra, je dirais, dans les habits de l'Organisation mondiale du commerce, tant que l'Europe se donnera pour but la concurrence libre et non faussée, elle ne pourra pas résister aux États-Unis, elle ne pourra pas résister au dumping social et au fait qu'on exploite des salariés pour ensuite augmenter les marges financières. L'Europe puissance, mais l'Europe puissance pour résister aux États-Unis alors qu'elle se place sous l'égide de l'OTAN. Alors il faut arrêter avec cela. Si on veut que l'Europe joue un rôle positif au plan international, il faut justement que ce soit une Europe du progrès social, de l'harmonisation sociale par le haut, une Europe qui ne mette pas en concurrence les salariés et les peuples. Il faut que ce soit une Europe qui parle de sa propre voix par rapport aux questions internationales, une Europe qui porte réellement le co-développement, le désarmement et une paix durable partout. Alors j'ai voilà, promis la parole à Nicolas Sarkozy. Est-ce que ce traité induit une politique économique, qu'elle soit libérale ou sociale? Je voudrais dire, il faut être très clair. Pourquoi je vote oui et pourquoi la Constitution va permettre de modifier dans le bon sens l'Europe. Il faut donner des arguments pour que les gens puissent choisir et pas se jeter des anathèmes ou essayer d'exploiter les peurs. Il y a 3 raisons qui me semblent absolument capitales. La première, nous voulons une Europe qui se défende mieux, qui nous défende mieux. Comment on pourra l'obtenir? Parce que la Constitution va nous donner un président élu, responsable politique, 2 ans et demi renouvelable une fois. Aujourd'hui, le président de l'Union change tous les 6 mois. À peine qu'on s'est habitué à l'orthographe de son nom qu'il faut en prendre un autre. Vous pensez que ça impressionne? C'est une première décision capitale et je dis aux Français, vous voulez une Europe qui vous défende? Il faut une Europe qui s'incarne dans un visage, qu'il y ait quelqu'un qui rende des comptes à sa tête. Premier élément. Deuxième élément, souvent les Français nous disent, pourquoi c'est si long? Pourquoi c'est si immobile? Vous voulez une Europe efficace? Eh bien, qu'est-ce qui paralyse l'Europe aujourd'hui? C'est que pour décider, il faut qu'on soit tous d'accord, ou on ne décide pas. Comme on n'est jamais d'accord à 25, on ne décide pas. Un exemple, pas de politique d'immigration commune. Pourquoi? Parce que ceux qui ont les principes d'ouverture les plus forts, c'est aussi ceux, Europe du Nord, qui ont le moins de clandestins. Donc ils sont moins pressés que nous, qui avons le plus de clandestins, d'agir. Avec la Constitution, il faut que les Français le sachent. On va pouvoir se doter d'une politique de l'immigration commune pour lutter contre les réseaux criminels, parce qu'on va passer d'un système de décision à l'unanimité à la majorité. Et troisième élément, et je m'inscris totalement en faux avec ce que vous avez dit, pardon, la Charte des droits fondamentaux va permettre un début d'harmonisation sociale. Si vous refusez la Constitution, il faut le dire aux Français, cette Charte des droits fondamentaux, qui garantit le droit des salariés, qui garantit la parité, qui garantit le respect des minorités, qui garantit le pluralisme, cela va s'appliquer dans les 25 pays. C'est un début d'harmonisation. Et enfin, sur la Turquie, je ne vous ai pas interrompu, madame. Non, je voudrais terminer en disant que vous avez dit 2 mensonges. Non, notamment sur l'emploi et le social. Vous avez dit 2 mensonges. Le premier, pardon de vous le dire, le premier, et c'est à Philippe de Villiers que je le dis, je suis contre l'adhésion de la Turquie. J'affirme devant les Français que si nous votons la Constitution, l'intégration de la Turquie sera plus difficile que si nous ne la votons pas. Et je le démontre. Parce que si nous refusons la Constitution, la Turquie n'aura qu'une intégration économique. Si nous votons la Constitution, la Turquie devra faire l'effort aussi de l'intégration politique, et ce n'est pas possible. Je suis contre l'intégration de la Turquie, et la Constitution
augmente la difficulté pour la Turquie de rentrer en Europe. Et deuxième chose, mais regardez cet équipage extraordinaire. On voit même Buffet trôner au milieu de M. Le Pen et M. de Villiers. Ben, ils doivent être étonnés, vos électeurs. Vous parlez de l'Europe, et vous dites que vous aimez l'Europe. Attendez, c'est moins qu'on... Honnêtement, vous faites la photo de Paris Match, non. Monsieur de Villiers. Il manque que les 2 tabourets. C'est pas sérieux. Monsieur de Villiers. Et Nicolas. Que les deux. Pas ça. Cher Philippe de Villiers. Ouais. Que les deux responsables des 2 grandes formations politiques républicaines sachent se hausser au-dessus des intérêts partisans pour dire que sur l'Europe, il y a un intérêt national. Pas plus. Cela me semble plutôt rassurant. Mais je vais dire un dernier mot là-dessus. Ils aiment l'Europe, mais ils n'ont cessé de lui dire non. Eh bien, si en Europe, tout le monde avait dit non, qu'est-ce qu'on défendrait aujourd'hui? Alors nous disons l'Europe c'est un compromis. C'est pas le paradis si vous votez oui. Mais si vous votez non, ils ont voté non partout, tout le temps. Si tout le monde avait voté non, il n'y aurait pas d'Europe. Et s'il n'y avait pas d'Europe, il n'y aurait pas la paix sur notre continent. Alors, je peux me répondre parce que je ne tolère pas M. Sarkozy qu'il y a que les partis républicains qui seraient pour le oui. Le Parti communiste est un grand parti républicain. Et quand vous dites, moi je revendique l'incompatibilité, M. Sarkozy, je revendique l'incompatibilité, je revendique l'incompatibilité avec M. de Villiers ou avec M. Le Pen. Je la revendique. C'est pas moi qui vous ai mis l'un à côté de l'autre. Ce qui m'a fait gagner le non, M. Sarkozy, ce qui va faire gagner le non, c'est la mobilisation du peuple de gauche. Il n'en peut plus de votre politique, que vous la meniez en France ou en Europe. Et que vous sentiez, vous, compatible, c'est votre affaire. Moi, j'estime que la gauche et la droite, ce n'est pas compatible, y compris pour construire une Europe libérale. On va répondre sur la Turquie dans 3 secondes, Philippe de Villiers, mais Jean-Marie Le Pen n'a pas parlé. Oui, Jean-Marie Le Pen. Je voudrais rappeler tout de même aux téléspectateurs que le projet européen est assez ancien. Il a, disons, 60 ans, puisque c'est M. Jean Monnet qui l'a imaginé par imitation des États-Unis d'Amérique comme un projet devant tendre à l'Europe fédérale. Et aujourd'hui, on peut pas dire qu'il ne se soit rien passé dans le monde. On ne peut pas dire qu'il ne se soit rien passé dans le monde depuis 60 ans. Et le reproche justifié qu'on pourrait faire à l'Union européenne, c'est d'être obsolète, c'est d'être très largement dépassée par les événements, de se présenter comme une puissance, alors que c'est une grosse méduse molle, tout à fait incapable, y compris même de se défendre militairement si elle était attaquée, au point d'ailleurs d'accepter officiellement d'être un protectorat des États-Unis par l'intermédiaire des dispositions nous reliant à l'OTAN. Mais je voudrais surtout, parce qu'il y a beaucoup de raisons d'être pour le non, et très sérieuses, mais puisque nous sommes un peu sur le terrain de l'économie, il faut tout de même bien constater que les gouvernements qui se sont succédés ou qui ont cohabité ensemble depuis près de 25 ans, ces gouvernements ont suivi une politique largement inspirée par l'Europe et en quelque sorte sous sa caution et sous son entraînement. Or, cette politique a été désastreuse. Elle a amené la France d'aujourd'hui au bord de la faillite, avec des déficits budgétaires et sociaux effrayants, avec une immigration qui ne cesse d'enfler. L'année dernière, 430 000 immigrés sont entrés en France, et je pense qu'avec le geste de M. Zapatero, qui vient de régulariser 700 000 clandestins en Espagne, nous allons recevoir des renforts dans ce domaine, ainsi d'ailleurs que d'Italie. Mais l'insécurité a suivi, le chômage n'a cessé de progresser. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans l'application de cette politique qui se revendique d'être européenne et de poursuivre une construction qui ne fera bien évidemment que parfaire cette évolution désastreuse et nous conduire dans le précipice? Je crois que les Français le sentent instinctivement et qu'ils reculent. Mais il y a d'autres raisons, plus nobles encore, dont je parlerai tout à l'heure. Sur lesquelles on reviendra. J'ai promis de donner la parole à François Hollande. Oui, M. Le Pen nous décrit une Europe qui serait le fléau. Il en a le droit. Il peut le penser, d'autres aussi pensent que l'Europe n'est pas aujourd'hui utile. Mais moi, je veux rappeler ce qu'a été l'Europe depuis 50 ans. S'il y a la paix sur notre continent, c'est grâce à l'Europe. S'il y a la démocratie partout, je dis bien partout en Europe, aussi bien à l'ouest qu'à l'est, c'est l'Europe. S'il y a l'élargissement, et ce n'était pas évident
de réaliser l'élargissement après l'effondrement du mur de Berlin, parce que le mur de Berlin s'est aussi effondré sur un système soviétique qui avait expiré. C'est bien parce que l'Europe était là comme instrument de la démocratie. Alors, belle réussite que l'Europe. Alors on peut dire, cette Europe a été économique, et simplement économique, c'est vrai. Depuis 50 ans, elle s'est construite sur la base du grand marché, vous le découvrez maintenant. Ça fait depuis 1957 qu'il y a le marché commun. Sur la base de la monnaie unique, depuis 1992, le traité de Maastricht. Voilà ce qu'est l'Europe aujourd'hui. Nous sommes devant une Europe qui veut se fonder politiquement. Moi, je la souhaite, cette Europe politique. Parce que je ne veux pas que l'Europe en reste simplement au marché et à la monnaie unique. Nous avons le traité constitutionnel qui nous donne cet instrument. Parce que pourquoi il a fallu, les téléspectateurs doivent se poser la question, pourquoi il y a eu un traité constitutionnel? Tout simplement parce que les 25 ont voulu se doter d'une organisation politique démocratique. Et c'est pourquoi j'appelle à voter oui. Nous avons les traités existants, nous les connaissons tous. Certains les ont votés, d'autres ne les ont pas votés. Ça veut dire qu'ils étaient insatisfaisants. Par exemple, le traité de Nice, qui a été voté et signé à la fois par référendum, le traité de Maastricht. D'ailleurs, Jospin. je constate que personne ne veut sortir de l'euro. C'est donc que le traité de Maastricht était quand même pas si mal, parce que sinon, la proposition serait de sortir de l'euro. Donc, il y a les traités existants. Mais qu'est-ce que nous apporte le traité constitutionnel? Des progrès dans tous les domaines, et personne ne pourra le contester. Des progrès sur la démocratie? Oui, c'est vrai, un Parlement européen qui pourra avoir le droit de voter la loi européenne. C'est quand même pas si fréquent qu'un Parlement européen puisse voter enfin la loi européenne. C'était en tout cas interdit jusqu'à présent. Il le fera à égalité de droit avec le Conseil des ministres. Il y aura le droit de pétition pour les citoyens. Il y aura les parlements nationaux qui pourront contrôler l'Europe. Ça, c'est des progrès démocratiques. Progrès sociaux. Parce qu'on nous parle, comme pour nous faire peur, de la Roumanie, elle n'est pas dans l'Union européenne. On nous parle du capitalisme, il est partout, hélas. Et ce qu'il faut faire, c'est lutter contre le capitalisme, c'est pas simplement l'Europe qui en serait responsable, et le traité constitutionnel encore moins, il n'est pas appliqué. Donc, aujourd'hui, la grande question sur le plan social, est-ce que le traité est un progrès? Il est un progrès. Un progrès à travers les droits sociaux qui sont reconnus à tous les citoyens européens, ceux qui viennent d'adhérer comme ceux qui y étaient depuis toujours. Un progrès social aussi à travers la reconnaissance enfin des services publics. Un progrès social à travers des objectifs sociaux qui sont posés comme objectifs de l'Union européenne. Alors tout cela justifie aujourd'hui qu'on fasse ce pas essentiel qui permet d'arriver à l'Europe politique et sociale. On peut le refuser, vous avez le droit de le refuser, mais alors dites la vérité. Si vous le refusez, vous en restez aux traités existants. C'est-à-dire précisément à ce que vous dénoncez aujourd'hui. Philippe de Villiers d'abord, et ensuite... D'abord, je voudrais dire à François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui sont à côté l'un de l'autre, qu'ils n'ont pas intérêt, que personne n'a intérêt dans cette campagne à jouer au plus hétéroclite et au plus proche. Bon. Puisqu'il y en a un qui est pour le capitalisme, un qui est contre le capitalisme, etc. Bon, on est tous très différents, mais allons à l'essentiel, il y a le oui, il y a le non, c'est pas de la démocratie représentative, c'est de la démocratie directe. Il y a une différence, c'est que nous sommes d'accord sur le même traité, vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord sur un autre traité. Laissez-moi aller jusqu'au bout, François Hollande. C'est ça la grande différence. Mais nous, il est droit, moi, je dis simplement... Oui, donc comment faire un traité ensemble? C'est compliqué. Nous, au moins, on est d'accord pour appliquer le même traité. Il y a une question qui est posée aux Français, pour ensuite donner des politiques différentes. Et c'est le peuple français qui va répondre. Alors pourquoi on a fait l'Europe après la guerre? On a fait l'Europe pour emmailloter l'Allemagne, l'expression est de Robert Schuman, et pour contenir l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est fini. Ça, c'est l'Europe du passé. L'Europe de l'avenir, il y a deux défis qui sont très importants. Comment on réunifie le continent? Est-ce qu'on le fait avec une seule norme, une seule frontière, une seule TVA, une seule loi? Moi, je dis là, casse-cou. Il faut faire l'Europe qui respecte les États, les peuples, leurs libertés, et une Europe qui ajoute, et par exemple, qui nous protège devant le textile chinois, et qui nous laisse, par exemple, par rapport aux 700 000 immigrants clandestins de M. Zapatero, la possibilité de rétablir des contrôles fixes ou des contrôles mobiles qui sont supprimés par la Constitution. Donc, première question, est-ce qu'on fait une Europe fédérale ou confédérale, une Europe centralisée ou une Europe de la proximité, de la souplesse, une Europe moderne? Et deuxième question, est-ce qu'on fait de l'Europe un écran de protection par rapport à la mondialisation, ou est-ce qu'on en fait le chausse-pied, le marchepied de la mondialisation? Et c'est là que j'en arrive à la question de la Turquie et que je dis mon désaccord avec Nicolas Sarkozy. Cette constitution, c'est pas pour rien que M. Abdullah s'est vanté, en tant que membre observatoire du comité de rédaction, d'avoir réussi à faire ôter toute référence aux racines
de l'Europe. Quelle est donc cette Europe qui ne sait pas d'où elle vient, qui ne sait pas où elle va, qui ne connaît pas ses limites? Et donc, vous voulez parler des références chrétiennes, religieuses? Absolument. Et donc, c'était une victoire importante pour la Turquie, parce qu'il y avait là un obstacle, évidemment, par rapport à l'entrée future de la Turquie. Et moi, ce que je dis à Nicolas Sarkozy, et d'ailleurs, il le sait très bien, mais il ne peut pas faire autrement, parce qu'il y a le chef de l'UMP, puis il y a le grand chef, le chef du oui, Jacques Chirac. Mais vous savez très bien, la volonté de Jacques Chirac, c'est de faire entrer la Turquie. D'ailleurs, vous savez très bien que son premier voyage, après le référendum, c'est pour faire entrer la Turquie. Et vous savez très bien que la vraie précaution, Nicolas Sarkozy, c'est de dire non tout de suite à la politique européenne, à cette constitution et à l'entrée de la Turquie, parce que la question de l'Europe, la question de l'Europe, la construction européenne, c'est la question de la surface, c'est la question de la surface. On va y rester, justement. Je ne vais pas fuir. On va y rester. Je ne vais pas fuir. On va y rester, parce que c'est un sujet qui passionne. Vous avez posé 3 questions. Premièrement, Zapatero et les immigrés. Est-ce que la Constitution va nous permettre d'être plus efficace pour ne pas connaître cela? Oui. Non. Pourquoi M. Zapatero 250. Non. 265, pourquoi M. Philippe de Villiers? Pourquoi M. Zapatero peut décider dans son coin? Pour une raison, Patrick Poivre d'Arvor. Parce qu'il n'y a pas de politique d'immigration commune. La Constitution va nous permettre. Deuxième élément. Mais non, c'est avant la Constitution, elle s'applique pas. Mais déjà, on a vu l'absence de contrôle. Le textile chinois. Vous en avez pâti au ministère de l'Intérieur. Pourquoi le textile chinois? Pour moi, les mots préférence communautaire, c'est pas des gros mots. Mais ils sont pas dedans. C'est pas du tabou. Ils sont pas dedans. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vieille Europe, celle du traité de Nice? C'est un commissaire européen, certainement très compétent, mais connu de son père et de sa mère, qui va négocier. Eh bien, quand nos intérêts vitaux seront en jeu, dans le cadre de la nouvelle Constitution, c'est un président élu qui parlera au nom de 460 millions d'habitants. Non, c'est faux. C'est une réponse. Non, c'est faux. Troisième élément. Et je voudrais faire réfléchir les Français à cela. Je voudrais faire article 315. Monsieur Villiers, est-ce que vous me permettez de terminer? Le troisième élément. Ça fait 60 ans qu'on a essayé, en Europe, toutes les générations, de faire converger l'Allemagne et la France. 60 ans. Pour éviter qu'on reconnaisse les désastres du XXe siècle. Eh bien, ce mois de mai, l'Allemagne va dire 2 fois oui. Une fois le 12 mai par le Bundestag, et une fois le 24 mai par le Bundesrat. Eh bien, si la France dit non, alors que l'Allemagne dit oui, voilà donc que ça sera la première fois depuis 60 ans qu'on aura fait diverger 2 pays qui ont conçu leur réconciliation. Mais je vais vous dire une chose, c'est une responsabilité historique à laquelle moi je ne veux pas être associé. On va demander à Olivier Besancenot son avis et ensuite Marie-Georges Buffet. Oui, pour pas tomber dans le panneau des amalgames scandaleux qui par ailleurs sont blessants, et parler du fond de la Constitution, vous avez dit que... Écoutez, Monsieur Sarkozy, vous êtes pour la concurrence libre et non faussée. Qu'est-ce qui est blessant? Supportez au moins une discussion libre et non faussée jusqu'au bout, c'est-à-dire laissez-moi terminer mon idée. Je sais pas ce que c'est blessant. Je reviens à cette Europe sociale dont vous nous avez vanté, ainsi que la Charte des droits fondamentaux. Moi, j'ai lu la Constitution. Pour moi, déjà, il y a un gros problème, c'est qu'il y a des grosses lacunes. La laïcité ne figure pas dans la Constitution. Le droit... Trouvez-moi l'article, s'il vous plaît, monsieur. On va le droit. Non, s'il vous plaît. Non, pardon. Ce serait bien. Attendez, vous me dites, trouvez-moi l'article, on va essayer de vous le trouver, parce que après, sur la laïcité, François Bayrou. Non, excusez-moi, je vais terminer mon idée parce que je connais l'affaire. Mais alors, ne me dites pas, trouvez-moi l'article, parce que les téléspectateurs ont envie de savoir. Automatiquement, la page où il y a le mot laïcité. François Bayrou. Non, il n'y a pas de page où il y a le mot laïcité. Donc je peux continuer. Parce que la question de la laïcité est une question nationale. Il y a des pays qui ont choisi la laïcité et d'autres qui ont choisi d'autres systèmes. Il y a des pays qui ont une république laïque et d'autres qui ont une royauté constitutionnelle. Mais on est tout à fait d'accord et c'est tout le problème pour moi. Il y a des pays pour qui on accepte le mariage homosexuel et d'autres pour qui on refuse le mariage homosexuel. Tout cela est de compétence nationale. Et tout cela ne changera pas et c'est le principe de la Constitution. Voilà, c'était juste la réponse que je voulais avoir. C'est-à-dire qu'il y a dans ce domaine, dans la Constitution, des domaines qui sont les questions sociales et démocratiques où chacun peut faire ce qu'il veut. Donc je répète, la laïcité ne figure pas dans la Constitution, le droit à l'avortement ne figure pas dans la Constitution, le droit à la retraite ne figure pas dans la Constitution, le droit au logement, je vais terminer, ne figure pas dans la Constitution, le droit à la santé en tant que tel, reconnu pourtant par le préambule de la Constitution française et la Déclaration universelle des droits de l'homme, ne figure pas dans la Constitution. Mais je cite le droit d'avoir accès aux prestations de la sécurité sociale, c'est-à-dire que quand vous trouverez encore un hôpital, vous pourrez rentrer dedans, et enfin, le droit à l'emploi en tant que tel ne figure pas, mais la liberté de rechercher un emploi. Bon, on a le droit d'être d'accord ou pas avec ça, mais j'aimerais m'adresser au moins à ceux qui pensent que malgré tout, cette charte constitue une petite avancée.
Il est faux de dire que la charte est contraignante du point de vue juridique. Je lis toujours la Constitution uniquement. L'article 111, le point 2, qui dit la présente charte ne fixe aucune tâche nouvelle et ne modifie en aucun cas les compétences définies dans les autres parties de la Constitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, sur les questions prédominantes, importantes pour des millions de personnes, dans une Europe où il y a 20 millions de chômeurs, où il y a 70 millions de pauvres, chacun continuera à faire ce qu'il veut. Et comme par hasard, sur les questions politiques, sociales, économiques, libérales, 334 articles sur 448, là il s'agit de se mettre hors pas. Or, vous savez, Monsieur Bayrou, laissez-moi juste terminer ça, que dans la vie, pour uniformiser les droits, soit... Qu'est-ce que c'est? Vous le dites droit à la santé. Le droit à la santé n'existe pas. Le droit à la santé que vous évoquez, qui peut expliquer que parce qu'il y a un droit à la santé écrit dans une constitution, ce qui n'est pas le cas de la constitution de la République française, naturellement, est-ce qu'on est en bonne santé? Le droit qu'on doit avoir, c'est le droit d'avoir en effet accès à des soins qui soient des soins de qualité. Comme moi, que le droit d'avoir accès, c'est pas la même chose que le droit à l'emploi. Le droit au logement n'existe pas dans la Constitution. Il existait autrefois dans la 4ème République, dans notre Constitution française. Et c'est à cette époque qu'il y a eu le plus de sans domicile fixe, parce que c'est à cette époque que l'abbé Pierre, en 1950, a commencé sa grande... Alors, François Bayrou, je vous interromps quelques secondes, s'il vous plaît, simplement parce que Yann Verling a peu parlé, et bon, il est à peu près de la même génération qu'Olivier Besancenot, il n'a pas de cravate comme lui. Qu'est-ce que vous lui répondez? Non, simplement, je crois qu'il faut quand même pas qu'on se perde dans ce débat à considérer que l'Europe devrait être compétente sur tout. L'Europe, c'est un principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on demande à l'Europe de pouvoir faire, et justement, au cours de sa construction, elle a fait un certain nombre de choses. Nous, les Verts, on est bien placés pour savoir qu'en matière environnementale, par exemple, elle a acquis un certain nombre de compétences et qu'aujourd'hui, un nombre important de directives viennent de l'Europe et ont permis des régulations au niveau national sur les milieux naturels, sur la protection des espèces, sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air. Tout ça, on l'a obtenu de l'Europe. Qu'est-ce qui nous fait dire aujourd'hui qu'on ne pourrait pas obtenir autant demain sur d'autres critères et sur d'autres sujets? Les OGM ne sont malheureusement pas complètement de compétence européenne, mais il faut qu'on continue de se battre. Je crois qu'on peut espérer en fonction de ce qui existe et de ce qu'on a acquis aujourd'hui, on a, nous, l'espoir de pouvoir obtenir mieux demain. Et c'est précisément pour ça que nous sommes pour cette Constitution, parce qu'elle permet aussi, et ça c'était le but premier de cette Constitution, c'est de donner des institutions plus démocratiques et plus fortes dans une Europe à 25. Si nous refusons le traité constitutionnel, cette Europe à 25 est bloquée. Elle ne peut plus avancer. Il faut quand même en avoir conscience. C'est donc le point de vue des Verts. Vous qui avez gouverné avec les Verts, Marie-Georges Buffet, c'est pas votre avis? Moi je crois que l'Europe est une formidable idée. On a besoin d'espaces de coopération, de vivre ensemble. On a besoin de s'épauler les uns les autres. Et justement, notre responsabilité, c'est de ne pas laisser voler cette belle idée de l'Europe par une loi qui la met au service de la concurrence libre et non faussée, au service des marchés financiers. Parce que qu'est-ce qui fait que les jeunes et d'autres se sont détachés quand le Parti communiste, mais quand le Parti communiste, c'est une association. Là, il y en a trois, on n'entend pas. On laisse par élégance la dame terminer. Oui, non, mais le fait que vous soyez une dame compte aussi. Une dame, on n'est pas nombreux, c'est dommage. Je pense que l'Europe, il faut que le peuple la reprenne en main pour justement la construire à sa mesure. On a besoin d'une Europe qui a une toute autre ambition au niveau des droits fondamentaux et des droits sociaux. La charte des droits fondamentaux, elle est trop minimaliste. Alors on dit on ne peut pas tout y mettre. Mais pour les femmes polonaises, pour les femmes irlandaises, ça aurait été un formidable point d'appui s'il y avait la maîtrise des corps accordés aux femmes. C'est pas la même question et vous le savez bien. Ça aurait été un formidable point d'appui également s'il y avait des paroles fortes sur la laïcité. Là, les institutions, on nous dit les grands progrès institutionnels, il y a un président pour 2 ans et demi. Mais ce président, il va appliquer les politiques décidées au niveau du traité, parce qu'on oublie quand même que la partie la plus importante de ce traité, celle qui est vraiment contraignante, c'est la partie 3. Et la partie 3, elle nous met une camisole libérale. C'est comme si on mettait la politique de Raffarin dans la Constitution française. On n'a jamais connu, je finis, on n'a jamais connu une constitution comme ça dans notre pays, où on met des politiques économiques, où on va dans le détail pour dire l'État pourra aider avec des subventions publiques tel domaine d'activité, il ne pourra pas le faire dans d'autres, où on préconise
dans le détail, en fait, les politiques nationales. Vous savez, vous avez tous comme moi, alors faut le dire, en tête l'agenda 2005-2010 que les chefs d'État et de gouvernement ont adopté il y a quelques semaines. De nouveau, directives sur le rail, directives sur les sites portuaires, directives sur l'énergie. En mai, là en ce moment, vient au Parlement la directive sur le temps de travail. Et tout cela est contraignant. Alors la Charte des droits fondamentaux ne l'est pas. On va donner maintenant la parole à François Hollande. On peut diverger sur l'Europe que nous voulons. Et je respecte les choix de chacun, en tout cas ceux de gauche. Mais je crois qu'on se doit la vérité. On se doit la vérité les uns les autres. Vous ne pouvez pas dire que la Charte des droits fondamentaux, ce n'est pas un progrès considérable. Parce qu'il n'y avait aucune Charte des droits fondamentaux dans aucun traité européen jusque-là. Donc aujourd'hui, les règles existantes, c'était aucune charte, aucun droit reconnu aux citoyens. Pour la première fois, ces droits seront applicables, car il est faux de dire qu'ils ne le seront pas. Ils seront applicables dans tous les pays. Ils seront utilisables par tous les citoyens. Quels sont-ils ces droits? Les droits sociaux? Le droit de grève? Le droit syndical? Le droit à se protéger contre le licenciement? Le droit à être consulté dans l'entreprise? On pense que c'est négligeable que de dire que le droit à la santé, car il est reconnu, le droit à la protection des travailleurs, car il est reconnu, que le droit au service public, ce ne serait pas important, que le droit à la solidarité des générations, ce ne serait pas décisif. Tous ces droits-là sont reconnus. La meilleure preuve, c'est qu'il y a eu des manifestations syndicales il y a quelques années, au moment du traité de Nice, parce que précisément le traité de Nice n'incluait pas la Charte des droits fondamentaux. Là, nous l'avons. Alors on peut dire, il n'y en a pas encore assez, mais là nous avons un progrès considérable par rapport aux droits. Et vous pouvez dire aujourd'hui qu'il ne faudrait pas les prendre. Vous nous dites la partie 3. La partie 3 du traité, ce sont toutes les politiques existantes. Oui, et elles ont fait du mal. Les politiques existantes, nous avons été ensemble dans la même majorité. Nous les avons appliquées, ces politiques. Et souvent, nous avons même nous-mêmes fait voter ces traités. Nous avons même fait voter ces traités. Quels sont-ils? Les traités sur la concurrence, nous les retrouvons aujourd'hui. Mais ils sont les règles du droit européen. Nous pouvons justement maintenant les mettre en contrepartie avec des objectifs sociaux et des objectifs politiques. Il n'y avait que les règles de la concurrence. La règle de la concurrence libre et non faussée, ça existe depuis 1957. Pour la première fois dans un traité constitutionnel, on peut enfin faire autre chose que de la concurrence. Et il faudrait le rejeter. Et puis deuxièmement, sur les politiques existantes, nous avons pu inclure des politiques sociales qui n'y étaient pas. J'ai cité les services publics. J'ai cité aussi le sommet social. Le sommet social. Mais non, mais c'est la même chose, on le sait très bien. Le sommet social pour les syndicats. Pourquoi les syndicats européens, tous les syndicats européens sont pour la Constitution européenne. Tout simplement parce que, enfin, le dialogue social peut se faire dans l'entreprise. Et dans l'entreprise européenne. Ce qui vous gêne, c'est que l'ensemble de la gauche européenne, parce que quand même, c'est la vérité, les socialistes européens, les verts européens, il n'y a que les communistes, j'en conviens, qui sont contre ce traité, mais encore pas tous. Et donc, la gauche européenne, attendez, la gauche européenne, elle est pour le traité, la gauche européenne, elle est pour le traité constitutionnel. Les syndicats européens, ils sont pour le traité constitutionnel. Alors vous allez nous dire que ensemble vous allez pouvoir faire un autre traité. Et avec qui? Avec ceux qui sont ici? Non, sûrement pas. Non, alors avec ceux qui sont à gauche en Europe, lesquels? Alors attendez, on va. Oui, il faut écouter. En ce qui donc, concerne les invitations, bon, Laurent Fabius fait partie du Parti socialiste. Pardonnez-moi. Le Parti socialiste donc a voté, je crois démocratiquement. Il se trouve que c'est le oui qui l'a emporté. C'est la raison pour laquelle c'est son premier secrétaire qui représente aujourd'hui le Parti socialiste. Et Laurent Fabius était hier notre invité dans le journal. Jean-Marie Le Pen. Oui, on nous traîne depuis 15 ans de traité en traité vers une Europe donnée comme un objectif indiscutable. Et le moment n'est-il pas venu de nous poser la question, mais l'Europe, pourquoi faire? Pourquoi ce projet élaboré depuis 60 ans est-il aujourd'hui une obligation utile pour nous? Eh bien, je conteste formellement cette affirmation. Vous qui avez connu la guerre, par exemple, vous ne pensez pas que c'est quelque chose qui permet justement d'affirmer la paix définitivement? Je crois que, comme il a été dit tout à l'heure, c'est la paix qui a fait l'Europe et pas l'Europe qui a fait la paix. On sait très bien que c'est la dissuasion, c'est la dissuasion réciproque, c'est la dissuasion réciproque des armes nucléaires de l'URSS et des États-Unis et de leurs alliés qui a imposé la paix. Mais est-il utile, au début du XXIe siècle, de créer une énorme concentration, un État énorme, comme l'a été d'ailleurs un voisin, l'URSS,
qui s'est effondré sous le poids justement de son organisation pléthorique. Est-ce utile de réunir 450 millions de personnes? Pourquoi dans ces conditions le Canada et le Mexique n'ont-ils pas rejoint les États-Unis? Eh bien, je crois qu'il faut se poser la question, parce que je crois que l'Europe ne sera pas une puissance, et qu'elle est obligée de n'être qu'un protectorat. Je crois aussi et surtout, à quel prix achète-t-on cette entrée et cette monumentalisation dans la Constitution européenne? Eh bien, au prix de notre économie et de notre société. Car la preuve est apportée par les politiques suivies depuis 15 ans qu'elles sont désastreuses, toutes, sans exception, et qu'aujourd'hui, l'Euroland est celui qui connaît la moins grande progression économique. J'ajoute qu'on fait fi d'un certain nombre de valeurs essentielles qui sont celles de la nation, celles de la patrie, l'attachement de nos compatriotes, de nos concitoyens, de toute génération, y compris précédente et suivante, au territoire français, à son histoire. Le sentiment national est quelque chose qui est totalement méprisé. Vous voulez quitter l'Europe? Totalement. Quelle est votre proposition? C'est de quitter l'Europe. Je suis à tous les cas. Non, mais quelle est votre proposition? Je suis en faveur du fait que la France reconquiert son indépendance, menacée aujourd'hui. Oui, mais éventuellement. De sortir de l'Europe, c'est prévu d'ailleurs par le traité. Donc vous pouvez. Si comme je le crois, l'Europe est une tour de Babel qui va s'effondrer, il n'est pas nécessaire que nous restions pris sous ces décombres. Je crois que la nation française, existant depuis 2000 ans, a apporté la preuve de sa nécessité pour ses concitoyens, mais aussi pour le reste du monde. Alors, comme il est tout juste 21h et qu'on est à 50-50, mais très très précis sur mon écran de contrôle, je donne la parole à Nicolas Sarkozy et à François Bayrou. Je voudrais dire à M. Le Pen que je me sens aussi patriote que lui. Je suis aussi attaché que lui à la France. Et je lui dis de toutes les forces de mon tempérament que la France est plus forte à la tête de l'Europe qu'isolée. La France isolée, monsieur, eh bien je vais vous le démontrer. La France isolée, on l'a connue. C'est la France de la première moitié du XXe siècle. Et qu'est-ce que nous a apporté l'Europe? Quelque chose d'extraordinaire. C'est pas que nous sommes meilleurs que ceux qui nous ont précédés, c'est que l'idée européenne, c'est que les hommes ne sont pas sages, et que la seule façon d'éviter qu'ils se fassent la guerre, c'est d'entrecroiser leurs intérêts politiques, économiques, sociaux, culturels. Et figurez-vous, Monsieur Le Pen, ça a marché. Et depuis 60 ans, le continent du monde, qui s'est le plus disputé, opposé, où il y a eu des comportements barbares, qui n'étaient pas qu'un détail, eh bien ce continent-là est le plus stable et le plus en paix de toutes les parties du monde. C'est l'Europe. Et comme l'a dit François Bayrou tout à l'heure, l'Europe nous a amené l'autre chose extraordinaire. Et je vous le dis, Madame Buffet, c'est grâce à l'Europe qu'on a pu libérer 80 millions d'Européens de l'Est derrière le mur de la honte, le mur du marxisme et du communisme. Voilà ce que nous a apporté l'Europe. Et ce que je veux dire, Monsieur Porte-Fort, c'est que la concurrence, mais qui ici, de ceux qui nous regardent, la concurrence qui fait partie des règles de l'Europe depuis l'origine, qui ici accepterait, pour prendre un téléphone, d'avoir un fournisseur, d'aller faire ses courses, d'avoir un seul fournisseur? Grâce à l'Europe, le pouvoir d'achat des Français est multiplié par 3 depuis le milieu des années 50. Qui propose de revenir à la situation d'un monopole? Et enfin, dernier point, que je crois peut-être le plus important. L'Europe, c'est un compromis. Comme dans une famille. Dans une famille, quand on s'entend, on fait des efforts. Parce que si quelqu'un s'assied à la table et dit « c'est tout pour moi et rien pour les autres », ça ne peut pas marcher. C'est un compromis. Et on s'est mis d'accord sur ce compromis. Mais si vous, les Français, demain, vous dites non, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans ce que vous avez entendu, il y a une alternative? Il n'y a aucune alternative. La seule alternative, moi je vais vous le dire, c'est l'immobilisme. Le retour au traité de Nice, dénoncé par tout le monde, et l'isolement de la France. Eh bien, permettez-moi de vous dire que moi je préfère la France à la tête de l'Europe qu'à la queue de l'Europe. Olivier Besancenot. Sur le projet européen, il y en a qui proposent des critères de convergence, mais qui ne soient pas financiers et économiques cette fois-ci. Parce que c'est ça qui fait que l'Europe, aujourd'hui, elle est ce qu'elle est d'abord et avant tout, c'est-à-dire une monnaie et un marché. Donc, des critères de convergence, laissez-moi terminer, socio-démocratiques, c'est-à-dire prendre le meilleur de ce qu'il y a dans un pays pour en faire profiter à tous, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se partage que la misère. Donc une proposition concrète, ce serait par exemple ce qu'il n'y a pas, je m'excuse, dans la Constitution, des services publics européens. Si. La notion de service public, laissez-moi terminer, Monsieur Hollande, s'il vous plaît, soyez élégant. Soyez élégant. La notion de service public
apparaît une fois effectivement dans la Constitution pour nous parler, je cite, de servitude inhérente à la notion de service public. Vous dire à quel point la notion de service public est portée en estime par la Constitution. Les services d'intérêt économique général, dans les faits, sur Terre, concrètement, c'est quoi? C'est la partie non rentable des services publics. Celle sur laquelle il n'y a pas de pognon à se faire. Celle qui n'intéresse de toute façon pas les actionnaires. Je vais vous dire, vous savez, les actionnaires, je les porte pas dans mon cœur, a priori. Mais ils ont au moins une qualité, c'est qu'ils tirent les bilans de leur propre politique. Et plutôt que de tout privatiser, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? À EDF, à la SNCF, à la Poste, aux télécoms. Ils saucissonnent les services publics. Ils laissent à l'État ce qui est lourd, coûteux et non rentable. Et ils laissent les parts juteuses du marché aux opérateurs privés. Et ben ça, je m'excuse, mais j'en veux pas. Et la Constitution, l'article 166 et 167, dit très exactement que les services d'intérêt économique généraux ne doivent pas fausser la concurrence. Ça veut dire que pour cette Constitution, le service public s'arrête très exactement là où commence la loi du profit. Vous avez déjà servi plusieurs fois cet argument. Oui. Et je veux quand même ici préciser les choses. Il y a ce qu'on appelle les services d'intérêt économique généraux, ce que sont les services publics soumis à la concurrence en France. La Poste, le téléphone, EDF, etc. Ces services, pour la première fois, sont reconnus dans un traité européen. Et en plus, on permet à l'État, chaque fois qu'il voudra, permettre une cohérence territoriale, c'est-à-dire permettre l'accès de tous sur les territoires aux services publics, de pouvoir les financer en dérogation aux règles de la concurrence. Alors si vous considérez que ce n'est pas une avancée significative, que tous les syndicats européens ont pointé comme un progrès, alors libre à vous. Ça veut dire qu'il n'y aura pas... responsable de la CES, monsieur Hollande, vous savez, tous les syndicats européens. Non, l'ancien responsable de la CES appelle à voter contre la mais l'actuel, ça vous gêne peut-être, mais l'actuel secrétaire général et tous les syndicats européens reconnaissent qu'il y a là un progrès essentiel. L'État, les collectivités locales pourront financer les services publics. Chacun pourra avoir, c'est dans le traité qu'on a accès aux services publics. Les services publics, c'est le 145. Vous ne voulez pas reconnaître ceci comme un progrès, ça prouve que vous considérez que chaque fois qu'il y a une étape nouvelle de la construction européenne, il ne faut pas la prendre. Et ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que si vous ne prenez pas ce traité constitutionnel, vous en resterez aux traités existants qui, eux, ne reconnaissent d'aucune façon les services publics, qui, eux, fixent les principes de concurrence comme les seuls de la Constitution européenne. Eh bien, moi, je ne l'accepte pas. Parce que moi, chaque fois qu'il y a un progrès, je le saisis. On a entendu le oui de gauche, je voudrais entendre le non de gauche, celui de Marie-Jeanne. D'abord, sur la France isolée. Il est arrivé à la France plusieurs fois dans son histoire d'être isolée, mais de très vite rassembler des hommes et des femmes, des peuples. On l'a vu lorsque le président de la République, Jacques Chirac, a pris position contre la guerre en Irak. Il a retrouvé les millions de manifestants qui, par le monde, refusaient cette guerre. Lorsque la France est sortie de la guerre, qu'elle a mis en place les nationalisations, les services publics, la protection sociale, elle était isolée, mais elle a entraîné ensuite d'autres à aller sur ce chemin. Quand la France a créé la République, elle était isolée, mais ensuite d'autres pays l'ont suivi. Donc il faut savoir, à certaines périodes de notre histoire, avoir le courage de cet isolement. Et j'ai envie de dire, si la France dit non, si la France, pays fondateur de l'Union européenne, dit non, c'est toute une dynamique qui va se créer dans les autres pays qui auront la chance d'avoir un référendum, parce que beaucoup en sont privés. Une dynamique qui va se créer dans tous ceux et toutes celles qui ont envie d'Europe, mais qui veulent une autre Europe, une Europe qui soit vraiment une Europe pacifique, une Europe du progrès social. Alors vous nous dites, avec qui? Comment? Mais avec tous ceux et toutes celles qui veulent que ça bouge. On forcera la Commission à renégocier. D'ailleurs, on voit bien, dès que le nom monte dans les sondages, on commence à nous expliquer qu'on va peut-être revoir sur le pacte de stabilité, on range la directive Bolkestein au placard, on cache l'agenda 2005-2010. Alors si le nom l'emporte, oui, on pourra construire une autre Europe. Et alors sur les aides publiques aux entreprises, il y a eu un exemple très récent, parce qu'il ne faut pas parler comme ça dans l'abstrait, il faut parler réellement de ce qui se passe au nom de ces traités dont vous avez dit vous-même qu'ils se retrouvaient dans la Constitution. Au mieux. Eh bien, on nous explique que, par exemple, lorsque le gouvernement français souhaite apporter une aide au secteur fret de la SNCF, la Commission met trois conditions. La première, la SNCF doit diminuer de 10% en 3 ans le transport des marchandises par fret. Merci pour les camions. Deuxièmement, la SNCF doit diminuer de 22% ses équipements, gares, entrepôts. Et enfin, l'État français s'engage à ne plus verser d'aide pendant 10 ans. Comment on peut dire une telle politique, un tel projet de traité constitutionnel qui reprend justement ces traités va aider les services publics? Merci Marie-Georges. François Bayrou, il y a Merci. Au fond, il y a 2 questions qui se posent. Argument contre argument, c'est difficile de répondre, mais on peut essayer de poser des questions fondamentales. La première, c'est celle qui a été posée par tous les partisans du non. Au fond, est-ce que l'Europe que nous avons faite depuis 50 ans, ça a été une entreprise nulle, un échec social, ou bien, comme nous le soutenons, est-ce que ça a été une extraordinaire réussite à l'échelle de la planète? Eh bien, moi je regarde le monde comme il est. Il n'y a
aucune zone dans le monde, sans aucune exception, qui ait produit autant de solidarité que l'Europe l'a fait. Où dans le monde y a-t-il meilleure protection contre le chômage? Où dans le monde y a-t-il meilleure protection sociale? Où dans le monde y a-t-il le fait de vivre ensemble, de voir s'élaborer un modèle qui soit désormais placé sur le même plan que les autres grands modèles ultralibéraux, comme on dit? Eh bien, la réussite la plus extraordinaire de l'Europe, c'est dans cette solidarité-là qu'il faut la voir. Voilà, et c'est probablement cela qui doit provoquer le mouvement de soutien. Il faut prolonger cette Europe-là dans une union politique qui permettra aux citoyens de faire entendre leurs exigences, ce qui est l'objet de la Constitution. Ce sera la conclusion de François Bayrou, puisqu'on arrive au terme de cette émission. Celle de Philippe de Villiers maintenant. La conclusion elle est très simple. Je pose moi aussi une question. La question est la suivante. Je la pose aux Français qui nous regardent. Est-ce que vous êtes content de la manière dont l'Europe fonctionne et de ses résultats et par rapport aux promesses qui ont été faites? La réponse, elle va de soi. Délocalisation, déréglementation à la Bolkestein, perte du pouvoir d'achat, hémorragie du chômage. La deuxième question, est-ce que ce texte-là que tous les Français ont reçu, ça va permettre de corriger la trajectoire? Ma réponse, elle est cinglante. Il suffit de le lire pour comprendre que ça, c'est le renforcement de Bruxelles. Par exemple, la règle de la majorité, on sera coupeur de citron quand on sera minoritaire, ce qui sera le cas de la France. Et donc, et c'est mon dernier mot, pour moi, le non est un non à la fois libérateur et fondateur. Libérateur parce que plusieurs peuples vont dire non derrière nous, les Pays-Bas, les Polonais, les Danois et les Anglais. Donc il y aura un bloc du non. Il faut arrêter de dire la France sera isolée, etc. Il y aura un tsunami. Quelqu'un m'a dit hier, le Vendée Globe ne pourra pas repartir parce que de colère, la mer se sera retirée. Arrêtons. Donc la France ne sera pas isolée. Et deuxièmement, un non fondateur, parce qu'il y a un article à la page 186, la déclaration 30, qui prévoit justement le cas où il y a un pays qui dit non. Parce que dans ce cas-là, il fallait mettre que des bulletins oui. Et qu'est-ce que ça veut dire un non fondateur? Moi, mon non fondateur, c'est une Europe avec les peuples et sans la Turquie. En moins d'une minute, votre conclusion, Yann Verling. Très simplement, je crois qu'on a devant nous un choix simple à faire et que nous avons tous fait à un moment donné quand on a réfléchi au contenu de cette Constitution. Est-ce que c'est un pas en avant dans la bonne direction ou pas? Est-ce qu'il y a des reculs? Non, il n'y a que des avancées dans ce nouveau traité, il n'y a pas de recul. Donc à partir de là, compte tenu de la construction continentale dont nous avons besoin pour répondre aujourd'hui aux crises environnementales et aux crises sociales. Et je partage un certain nombre de critiques de mes amis de gauche qui sont pour le non, mais en même temps, a-t-on le choix aujourd'hui d'aller autrement que dans la direction de la construction d'une Europe qui se renforce aujourd'hui à travers ce traité, une Europe qui devient plus politique et moins libre-échangiste, il faut quand même le reconnaître, et à travers ça, on construira cette Europe sociale dont on a besoin demain. On a construit l'Europe environnementale, on pourra construire l'Europe sociale demain, j'en suis persuadé. Merci Yann Verling. Jean-Marie Le Pen, votre conclusion. Quand Nicolas Sarkozy chatouille le coq gaulois à la Crète, il bluffe. La France n'est pas à la tête de l'Europe. Je voudrais simplement rappeler qu'elle était, il y a 10 ans, en 4e position sur 15 pour le PIB, produit intérieur brut. Elle est aujourd'hui en 12e position, c'est-à-dire presque à la queue. Et ce que je crois, c'est que les générations... Mais ce n'est pas la faute de l'Europe, les générations actuelles, les électeurs actuels, qui ne comportent d'ailleurs pas les jeunes, n'est-ce pas, de moins de 18 ans, n'ont pas le droit de disposer de la patrie française qui appartient tant aux générations qui l'ont construite et qui l'ont défendue avec leur sang, qu'aux générations qui suivent et qui sont celles à qui nous devons transmettre le patrimoine national tel qu'il nous a été en quelque sorte transmis à nous. C'est essentiel, c'est fondamental, c'est une responsabilité historique principale que personne ne devra perdre de vue, en sachant tout de même que la politique suivie sur le plan économique et social par les gouvernements qui soutiennent l'Europe et la promeuvent, eh bien, est un échec total. Merci Jean-Marie Le Pen. Votre conclusion, François Hollande? De quoi a-t-on besoin aujourd'hui? D'une Europe qui soit forte dans le monde. Ou alors, convenons-en, replions-nous sur nos frontières nationales. Qui peut l'imaginer? De quoi a-t-on besoin? D'une France qui soit motrice dans la construction européenne.
Et de quoi a-t-on besoin? De règles qui puissent donner à la construction européenne autre chose que son image économique ou monétaire. C'est ça le traité constitutionnel. Et pourquoi un parti comme le mien, parti socialiste, dans l'opposition, qui pourrait utiliser l'exaspération majeure de nos concitoyens par rapport à la politique du gouvernement ou par rapport au bilan du président de la République, pourquoi un parti comme le mien, qui a tant fait pour la construction européenne, se mobilise pour le traité constitutionnel? Parce que c'est une étape décisive. Et moi, je n'ai que l'intérêt de la France et l'intérêt de l'Europe en tête. Et lorsqu'il y a un traité qui ne comporte effectivement que des avancées sur le plan de la démocratie, sur le plan des droits des citoyens, sur le plan social, sur le plan même de la protection de notre continent, par rapport notamment à des risques de guerre qui ne sont pas absents, y compris de nos frontières. Et quand il y a autant d'efficacité qui sont données, y compris au poids de la France, parce que le poids de la France dans le traité constitutionnel va doubler. Et donc, je considère qu'à partir de là, il faut faire le choix du oui. Le choix du oui, j'en termine là. Le choix du oui, c'est pas un oui qui ne construit rien après. Moi, je considère qu'il y aura d'autres étapes dans la construction européenne. Mais la seule chose qui est juste, c'est que si on dit non, et je comprends qu'on puisse le dire, c'est une position que je respecte, alors ne disons pas qu'on va renégocier le traité. Disons simplement qu'on en restera aux dispositions existantes. Parce que tout le reste, et on l'a bien vu ici, est une impossibilité. Vous ne pouvez pas vous mettre d'accord, vous, ici, en France, sur un autre traité. Et vous avez cité tout à l'heure l'Angleterre ou le Danemark. Mais ce sont les plus conservateurs britanniques, les plus conservateurs au Danemark, toute l'extrême droite européenne qui est contre le traité constitutionnel. Et vous allez faire avec eux, je n'y crois pas une seconde. Merci beaucoup. On va écouter Olivier Besancenot pour très 30 secondes. Je veux dire que je suis né en 1974, alors pour moi le débat Europe ou pas Europe, c'est un débat historiquement clos. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Le problème c'est de savoir quelle Europe on veut construire. Vous vous sentez européen? Je me sens profondément européen, comme toute une partie de ma génération, et je crois que ça c'est bien légitime. Le problème c'est effectivement, même si on a l'impression parfois que c'est écrit dans une autre langue, il faut absolument lire cette constitution pour faire la balance entre le pour et le contre. Et de mon point de vue, il n'y a absolument pas photo. Et toutes les promesses sociales, je m'excuse, mais ça fera aussi partie du scrutin, vous les avez déjà faites. Moi j'étais petit en 92 au moment du débat de Maastricht, mais je me souviens de M. Delors qui nous disait « Donnez-nous Maastricht, donnez-nous la monnaie commune, donnez-nous une majorité de gouvernement de gauche en Europe et vous aurez l'Europe sociale. » Résultat des courses, M. Hollande, je vous ai laissé conclure. Oui, vous savez, j'ai pris sur moi-même, faites la même chose, ça se passe très bien. Regardez. Qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu Maastricht, vous avez eu la monnaie unique, vous avez eu 13 gouvernements de gauche sur 15, M. Hollande. Et l'Europe sociale est toujours pas là. Et 13 ans après, vous y recollez avec le même traité et les mêmes enveloppes. Bah ça, on en veut. Pour moi, le non, ce serait la possibilité, je dirais, la possibilité, le début, d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'Europe avec les peuples, M. Hollande. Avec les peuples, oui. Et comment vous faites? Et par exemple, avec Marie-Georges Buffet, 30 secondes également, fin de cette émission. J'ai envie de dire que pour ceux et celles qui luttent contre les politiques libérales en France et dans tous les autres pays de l'Union européenne, pour les hommes et les femmes de gauche qui veulent vraiment ne pas se résigner à ce compromis qui a été fait sans eux entre les forces social-démocrates et les forces libérales dans cette convention présidée par Giscard. C'est une chance historique. Ils peuvent, en votant non, réouvrir le dossier. Ils peuvent faire en sorte d'avancer vers un projet de traité qui réponde vraiment à leur attente sociale, démocratique, à leur attente de paix, à leur attente de co-développement. Il ne faut pas laisser passer cette chance. Il ne faut pas écouter ces arguments de peur. Si c'est prévu, il faut être très tranquille, c'est prévu par le projet de traité lui-même. Si un pays ne ratifie pas ce projet de traité, il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Et on créera le rapport de force nécessaire. Et on créera le rapport de force nécessaire pour vraiment que les choses bougent et qu'on ait un traité qui réponde aux aspirations des hommes et des femmes. Arrêtez d'appeler au renoncement. Quand on est de gauche, on se bat pour changer les choses. On se bat pour changer, pas pour accepter les politiques libérales. Et votre conclusion à vous, Jean-Marie Le Pen? Moi, j'ai l'espoir que la France retrouve son honneur, sa grandeur, à condition qu'elle ne perde pas son indépendance. Ce qui est fondamental, celle-ci est d'ailleurs garantie dans notre Constitution, laquelle disparaîtra si la Constitution européenne recevait l'approbation des électeurs français. Je pense donc qu'il est possible demain de faire une Europe des nations, d'avoir avec les pays qui nous sont voisins les meilleures relations possibles, en n'oubliant pas que la France a des responsabilités politiques et morales mondiales qui dépassent très largement le cadre de ce continent-là. Toujours en 30 secondes, Nicolas Sarkozy. Bien sûr qu'il faudra tenir compte des inquiétudes du non, y compris si c'est Louis qui gagne. Mais je veux dire aux Français qu'on vous propose quoi avec le non? De casser la maison, de renverser la table sans avoir aucune idée de comment la reconstruire. C'est pas l'isolement qui est un problème, Madame Buffet, simplement. C'est l'isolement sans aucune stratégie alternative. Admettons qu'on dise non.
Le gouvernement va négocier au nom de qui? Du Front National? Du Parti communiste? Ça n'a pas de sens. J'ajoute que les faiblesses de l'Europe, c'est justement parce que la Constitution va nous permettre de les corriger que je vote oui. Alors voilà, ça fait 60 ans qu'en Europe, on a construit sur les ruines de la guerre. Je dis aux Français, notre devoir, c'est de continuer à bâtir pour les plus jeunes et pour notre avenir, et certainement pas de casser ce que les générations précédentes se sont donné tant de mal pour construire. Voilà, il est tout juste 21h20. Nous avons respecté les horaires et surtout nos engagements. Regardez d'ailleurs ce que donne, je pense qu'il est possible de vous le montrer, ce que donne très exactement le décompte entre le oui et le non. Vous voyez, 50,1 contre... c'est même exactement le non, si j'ai bien noté, moi, sur mon petit tableau, qui l'emporte de très très peu avec 50,1 contre 49,9. En tout cas, je pense que ce débat vous aura permis aux uns et aux autres de mieux comprendre les enjeux de cette Constitution et donc de ce référendum du 29 mai. Merci beaucoup de votre attention. Dans quelques instants, la météo d'Evelyne Delia, suivi de Femmes de loi avec Natacha Amal et Ingrid Chauvin. Très très bonne soirée à tous. À demain. Au revoir. Et merci beaucoup, messieurs et madame. Tumba